Un jeune millionnaire remarqua qu'un enfant en train de voler des produits dans son supermarché, et lorsqu'il la suivit jusqu'à chez elle, il fut choqué de découvrir la raison. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge indiquait exactement 6h15 du matin. Lorsque Thomas Béret ouvrit les yeux, il n'eut même pas besoin du réveil. Son corps était déjà programmé avec la précision d'une montre suisse. 15 minutes pour ses exercices matinaux, 20 pour sa douche, 10 pour s'habiller. À cette heure précise, son chauffeur l'attendrait à l'entrée de l'immeuble. Thomas aimait l'ordre. En réalité, il en avait besoin. À 40 ans, il avait bâti un petit empire dans le secteur alimentaire, fondé sur des routines méticuleusement planifiées et une efficacité presque obsessionnelle. Il n'était donc pas étonnant que sa chaîne de supermarchés, Bergamon, se soit étendue d'un seul magasin à 27 établissements en seulement 8 ans. « Bonjour, monsieur Béret », salua Franck, son chauffeur depuis 5 ans, en ouvrant la portière de la berline noire. Thomas se contenta d'un hochement de tête et s'immergea immédiatement dans les courriels sur son téléphone. Les premières heures du matin étaient sacrées pour planifier la journée. Pendant que la voiture glissait dans le trafic, il répondait à des messages, vérifiait les rapports de vente et organisait ses réunions. Le monde extérieur, les immeubles, les gens pressés, le ciel lourd de nuages n'existaient presque pas pour lui. « Nous arrivons dans 5 minutes, monsieur Béret », annonça Franck. Thomas rangea son téléphone et ajusta sa montre bleu marine. Aujourd'hui, c'était la réunion trimestrielle de sécurité, une réunion qu'il jugeait nécessaire mais fastidieuse. Il préférait les réunions d'expansion ou de nouveaux produits, celles où il pouvait voir les chiffres croître, où il pouvait goûter au succès. Le siège de Bergamon occupait un bâtiment moderne de verre et d'acier, en plein centre commercial de la ville. Thomas traversa le hall d'entrée d'un pas ferme, saluant les employés d'un bref hochement de tête. Dans l'ascenseur, son assistante Mélissa l'attendait déjà avec un dossier de documents et un café préparé exactement comme il l'aimait. « Bonjour, monsieur Béret », dit-elle. La réunion commence dans 20 minutes dans la grande salle de conférence. Tous les rapports sont prêts et le responsable de la sécurité a demandé à ajouter un point de dernière minute. Thomas fronça les sourcils. « Quel poids ? Il n'a pas précisé, monsieur. Il a juste dit que c'était un cas récurrent qui méritait attention. » L'homme d'affaires soupira. Il détestait les surprises. Elle brisait son rythme, détournait son attention, mais son expression resta impassible tandis qu'il sirotait son café. La réunion débuta ponctuellement à 8h30. Assis à la tête de la longue table en verre, Thomas écouta les mises à jour de chaque responsable de département. Les chiffres des vols étaient acceptables, en dessous de la moyenne du secteur, et les protocoles de sécurité fonctionnaient bien. Rien ne justifiait plus de quelques minutes de son attention. C'est alors que Robert, le chef de la sécurité, aborda le point dit additionnel. « Monsieur Béret, nous avons enregistré un cas particulier dans notre établissement de Westside », commença-t-il en ajustant ses lunettes. « Une enfant, une fille pour être précis, a été filmée en flagrant délit de délit à l'étalage, dérobant de petites quantités de nourriture, toujours à la même heure, 3 fois par semaine. » Thomas haussa un sourcil. « Et pourquoi cela est-il pertinent pour cette réunion ? Appliquez le protocole standard, dit Robert en se raclant la gorge. Eh bien, monsieur, le protocole pour les délits non répétés est un avertissement verbal et la prise de contact avec un tuteur. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais vraiment été confrontée. Elle s'échappe toujours avant que la sécurité ne puisse l'attraper, et nous n'avons aucune idée de qui sont ses parents. Alors améliorez votre approche, répliqua sèchement Thomas. Passons au sujet suivant. Mais Robert insista, ce qui était inhabituel pour le chef de la sécurité habituellement discret. Monsieur, il y a quelque chose de différent dans ce cas. Elle ne prend jamais de bonbons ou de jouets, c'est toujours des produits de première nécessité, pain, fruits, lait, et d'après nos observations, elle semble savoir exactement où se trouvent les caméras. Il est rare qu'une personne si jeune. Thomas ressentit une pointe d'irritation. Pourquoi perdre du temps sur ce sujet ? Quelle est votre suggestion alors ? Nous pourrions ajuster la trajectoire de patrouille des gardes, ou peut-être installer plus de caméras dans cette section. Faites ce qui est nécessaire, nous n'avons pas besoin de passer plus de temps en réunion sur ce point. Thomas coupa court à la discussion et passa au point suivant de l'ordre du jour. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Pendant que les autres sujets étaient abordés, l'image de la fille en train de voler des produits de première nécessité ne le quittait pas. C'était comme un caillou dans sa chaussure, petit mais irritant à chaque pas. La réunion se termina à midi, exactement comme prévu. Thomas retourna à son bureau, une vaste pièce minimaliste au dernier étage. Par les fenêtres du sol au plafond,
il pouvait voir toute la ville s'étendre jusqu'à l'horizon, son empire commercial grandissant de mois en mois. Il s'assit à son bureau et tenta de se concentrer sur les rapports financiers, mais ses pensées revenaient sans cesse à la fille mentionnée lors de la réunion. Pourquoi cela le tourmentait-il tant? Les petits vols n'étaient que des statistiques, pas des problèmes nécessitant son attention personnelle. Mélissa, appela-t-il via l'interphone, apporte-moi les journaux de sécurité de l'établissement de Westside pour les 2 dernières semaines. 20 minutes plus tard, il visionnait les enregistrements. La qualité était bonne, lui permettant de distinguer clairement la fille, petite, mince, aux cheveux bruns à peine peignés, portant toujours la même veste délavée, trop grande pour elle. Ses mouvements étaient rapides et calculés. Elle entrait dans le magasin, ne prenait que l'essentiel et sortait par la file de caisse la moins fréquentée, profitant des distractions des employés. Thomas se surprit à admirer l'efficacité de l'enfant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination, une maturité qui ne convenait pas à quelqu'un d'aussi jeune. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, 3h40. D'après les journaux, elle apparaissait généralement le mercredi vers 4h. Aujourd'hui, c'était mercredi. Thomas se leva brusquement. Mélissa, annule mes rendez-vous pour le reste de la journée. Quelque chose d'inattendu vient de se produire. Son assistante sembla surprise. En 5 ans, il n'avait jamais annulé un rendez-vous à la dernière minute, mais elle se contenta d'un hochement de tête. 30 minutes plus tard, Thomas se trouvait dans le parking de l'établissement de Westside, assis dans sa voiture. C'était sans aucun doute la branche la moins rentable de la chaîne, située dans une zone de transition entre le centre commercial et les quartiers plus modestes. C'était l'une des premières portes qu'il avait ouvertes. La maintenir en activité relevait davantage du sentiment que d'une logique commerciale, bien que Thomas ne l'admettrait jamais. À 4h12, il la vit. Même de loin, il reconnut la veste délavée. La fille regarda autour d'elle avant d'entrer dans le magasin, telle une petite espionne en mission. Thomas attendit quelques minutes, puis la suivit à l'intérieur du supermarché. Il garda ses distances et observa comment elle ne prenait que l'essentiel, un pain, quelques pommes, un carton de lait. Il remarqua aussi qu'elle vérifiait constamment la position des employés et des caméras. Lorsqu'elle se dirigea vers la sortie, Thomas se plaça près de la porte, faisant mine d'examiner des produits sur une étagère. Il la vit passer devant la caissière distraite et sortir dans la rue. Plutôt que de la confronter, Thomas décida de la suivre. Quelque chose en lui, une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, le poussa à en apprendre davantage sur cet enfant qui volait de la nourriture avec une telle précision. La fille marchait rapidement, s'éloignant du centre commercial. Les rues se rétrécissaient, les bâtiments devenaient plus anciens, le contraste avec le monde de Thomas était saisissant. Il n'y avait pas de tours de verre étincelantes ni de voitures de luxe. Ici, des vêtements étaient accrochés à des cordes improvisées entre les fenêtres, les murs s'écalaient et les trottoirs étaient fissurés. Thomas maintint une distance de sécurité, conscient que son costume coûteux et son apparence soignée le faisaient ressortir comme un étranger dans cet environnement. La fille prit une ruelle latérale et entra dans un immeuble de 3 étages dont la façade, usée par le temps et la négligence, témoignait de son délabrement. Il hésita. Jusqu'où devait-il aller avec cette enquête improvisée? Que espérait-il découvrir? Il était sur le point d'abandonner lorsqu'il vit un mouvement à la fenêtre du 2e étage. La fille apparut brièvement, posant quelque chose sur le rebord. Cela ressemblait à des vêtements étendus pour sécher. Agissant sur un coup de tête, Thomas entra dans l'immeuble. Le hall sentait la moisissure et l'éclairage était tamisé. Il monta l'escalier étroit en prenant soin de ne pas toucher la rampe crasseuse. Au 2e étage, il s'arrêta devant une porte. Il crut avoir vu la fille entrer. Il entendit des voix d'enfants à l'intérieur, la voix de la fille et une autre, plus aiguë, celle d'un enfant encore plus jeune. Thomas s'approcha de la porte et remarqua qu'elle était entr'ouverte. Par la fente, il assista à la scène qui allait changer sa vie à jamais. La fille était agenouillée sur le sol d'un minuscule appartement, presque dépourvu de meubles, en train de sortir des objets de son sac. Un petit garçon, pas plus de 3 ans, aux mêmes cheveux bruns, applaudissait d'excitation. « Regarde, Léo, j'ai des pommes, tu aimes les pommes ?» La voix de la fille était douce, presque maternelle malgré sa jeunesse. « Pommes !» s'exclama le garçon en attrapant le fruit avec ses petites mains potelées. L'appartement était un espace unique, pourvu d'un matelas sur le sol, d'un petit tas de vêtements pliés et de très peu de jouets, dont la plupart semblaient avoir été récupérés à la poubelle puis soigneusement nettoyés. Mais le plus choquant était l'absence totale d'adultes. « Je vais préparer des sandwichs pour le dîner, » dit la fille. « D'accord, » répliqua-t-elle en tranchant le pain avec ce qui ressemblait à un couteau à beurre,
le seul ustensile de coupe suffisamment sûr pour qu'un enfant l'utilise. Thomas eut l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Un souvenir qu'il avait enfoui depuis des décennies refit surface, lui-même, à 8 ans, préparant à manger pour sa petite sœur dans un appartement pas très différent de celui-ci. Il recula en titubant, se pressant contre le mur du couloir. Cela ne peut pas être réel. Ces enfants ne peuvent pas vivre seuls. Où sont leurs parents? Qui s'en occupe? Un bruit provenant de l'intérieur de l'appartement le fit sursauter, la fille avait entendu ses pas. Thomas vit son visage se faufiler par l'entraille de la porte, ses yeux grands ouverts de terreur à la vue d'un inconnu. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en se plaçant de façon protectrice devant son petit frère. Thomas avala difficilement, ne sachant quoi dire. « Comment pourrais-je vous expliquer que je suis le propriétaire du supermarché dont vous avez volé? Comment justifier ma présence ici, à vous espionner? Je voulais juste aider, parvint-il à dire. La fille fronça les sourcils, méfiante. Nous n'avons pas besoin d'aide, va-t'en, ou j'appellerai mon père. C'était un mensonge flagrant, mais prononcé avec une telle conviction qu'il en semblait presque vrai. Thomas leva les mains dans un geste apaisant. Très bien, je m'en vais. Désolé de t'avoir fait peur. Il s'éloigna lentement, sentant le regard de la fille peser sur lui jusqu'à ce qu'il atteigne les escaliers. Une fois dehors, sa respiration était irrégulière et une sueur froide coulait sur son dos. Ses enfants étaient seuls, complètement seuls, et l'aîné, qui ne devait pas avoir plus de 6 ans, s'occupait de son frère comme le ferait une mère. Thomas reprit le volant de sa voiture de luxe et fixa le bâtiment. Un tourbillon d'émotions s'agitait en lui, choc, compassion, malaise et surtout la reconnaissance que cette réalité brute et désespérée lui était familière, d'une manière qu'aucun membre de son cercle social n'aurait pu imaginer. Son téléphone sonna. C'était Mélissa qui demandait une décision urgente concernant un nouveau fournisseur. Thomas raccrocha sans répondre. Pour la première fois depuis des années, sa routine parfaite, sa vie méticuleusement planifiée, lui sembla dénuée de sens. Quelque chose avait fissuré l'armure qu'il avait érigée autour de lui, laissant entrer un sentiment qu'il n'avait pas autorisé depuis longtemps, la vulnérabilité. Thomas démarra la voiture, mais il ne rentra ni chez lui ni à son bureau. Il se dirigea plutôt vers une autre chaîne de supermarchés, ne pouvant risquer d'être reconnu dans l'un de ses propres magasins. Il remplit un caddie de produits d'hygiène alimentaire et de vêtements pour enfants qu'il trouva dans la section des urgences. Pendant que la caissière scannait ses achats, Thomas se demanda ce qu'il faisait. Pourquoi se souciait-il tant de ses enfants particuliers alors qu'il savait que des milliers d'enfants vivaient dans des conditions similaires à travers la ville? Qu'est-ce qui l'avait affecté si profondément? Peut-être était-ce la manière dont la fille prenait soin de son frère, ou peut-être était-ce simplement le reflet de son propre passé, un miroir lui montrant ce qu'il avait passé des décennies à essayer d'oublier. Lorsqu'il revint au bâtiment, il faisait déjà sombre. Il laissa les sacs devant la porte de l'appartement et s'en alla rapidement, sans frapper ni appeler, de peur de faire à nouveau peur aux enfants. Dans la voiture, il jeta un dernier regard à la fenêtre du 2e étage. La lumière était allumée maintenant, une faible lueur contrastant avec l'obscurité grandissante. Thomas prit une profonde inspiration. Sa routine intouchable venait d'être complètement bouleversée, pour la première fois depuis longtemps, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire ensuite. Thomas fit tourner son verre de whisky entre ses doigts, observant le liquide ambré refléter la lumière tamisée de la lampe. Il était presque 1 heure du matin et il était toujours assis dans le fauteuil en cuir de son appartement au 20e étage, incapable de dormir. La vue panoramique de la ville, habituellement source de fierté, ne faisait désormais qu'accentuer le fossé entre son monde et celui de ses enfants, Claire et Léo. Il n'arrivait pas à se défaire de leur nom, il avait entendu la fille appeler son petit frère dans le corridor sombre et moisi cette nuit-là, un petit garçon qui peinait à parler, entièrement dépendant de sa sœur de 6 ans, une sœur qui volait de la nourriture pour le nourrir. Thomas prit une gorgée de son verre, sentant l'alcool brûler sa gorge. Comment se pouvait-il qu'en une ville où il possédait 27 supermarchés, des enfants aient besoin de voler pour manger? Son téléphone vibra sur la table basse, un autre message de son avocat concernant une nouvelle acquisition dans le district nord. Pour la première fois depuis des années, Thomas l'ignora. Les affaires lui semblaient lointaines, presque insignifiantes. Il se leva et alla à la fenêtre. De là, il pouvait voir que, malgré l'heure tardive, les voitures circulaient encore. De petits points lumineux glissaient tels des fourmis quelque part dans l'immensité, et 2 enfants dormaient seuls sur un matelas posé sur le sol. « Qu'est-ce que je fais » murmura-t-il. Les sacs qu'il avait laissés devant la porte de l'appartement ne résoudraient rien. Demain ou après-demain, la nourriture aurait disparu et il se retrouverait dans la même situation.
Thomas prit son téléphone, ouvrit ses contacts et défilait jusqu'à trouver le nom qu'il cherchait, Daniel Reeves, son assistant personnel pour les affaires confidentielles. Il était tard, mais Daniel était disponible à toute heure, c'est pour cela qu'on lui versait un salaire astronomique. Monsieur Béret, répondit d'une voix ensommeillée Daniel. J'ai besoin que tu fasses quelque chose demain matin, dit Thomas sans préambule. C'est une affaire délicate et je veux une discrétion absolue, précisa-t-il en expliquant ce qu'il voulait. Thomas ressentit un étrange mélange de soulagement et de malaise. Faisait-il la bonne chose ou apaisait-il simplement sa propre conscience? Après avoir raccroché, il retourna dans son fauteuil et ferma les yeux. L'image de Claire, si petite et pourtant si responsable, se mêlait à un autre souvenir enfoui depuis des décennies. Lui-même, à 8 ans, rôdant dans un supermarché, le cœur battant, glissant une boîte de thon dans la poche intérieure de son vieux manteau. Le sommeil vint lentement, et quand il arriva enfin, il apporta des rêves agités, emplis de couloirs sombres et d'enfants effrayés. Le lendemain matin, Thomas se réveilla à 6h15 comme toujours, mais pour la première fois depuis des années, il resta au lit quelques minutes de plus, fixant le plafond. Sa routine jadis sacrée semblait avoir perdu de son éclat. Il suivit néanmoins ses rituels matinaux, bien que sans l'efficacité robotique habituelle. Dans la voiture, au lieu de consulter ses courriels, il regardait par la fenêtre, observant la ville s'éveiller. Frank, son chauffeur, remarqua le changement, mais resta trop discret pour commenter. Au bureau, la première chose qu'il fit fut d'appeler Daniel pour un entretien privé. « J'ai déjà tout arrangé, monsieur », l'informa son assistant dès son entrée. Grand et mince, impeccablement vêtu, Daniel incarnait l'efficacité discrète. La première livraison aura lieu cet après-midi, comme demandé, et j'ai commencé à rassembler des informations sur les enfants, poursuivit-il. Thomas hocha la tête. Très bien. Je veux des rapports hebdomadaires sur leur situation et les livraisons doivent se poursuivre indéfiniment, toujours à la même heure. Daniel prit quelques notes sur sa tablette. Puis-je vous demander pourquoi vous vous intéressez tant à ce cas particulier, monsieur? Le regard de Thomas se durcit. Non, vous ne le ferez pas. La réunion se termina là. Thomas se plongea ensuite dans son travail, tentant de retrouver sa concentration habituelle, mais chaque heure, il se surprenait à regarder l'horloge, calculant le temps restant avant la livraison prévue à 16h20. Claire rentrait chez elle, portant son petit sac de provisions. Aujourd'hui avait été une bonne journée. Elle avait réussi à prendre 2 pommes, un paquet de biscuits et même un petit jus pour Léo. Le nouvel agent de sécurité était distrait, toujours absorbé par son téléphone, ce qui facilitait les choses. Elle monta les escaliers de l'immeuble avec légèreté, impatiente de montrer à son frère le jus d'orange, son fruit préféré. Mais dès qu'elle atteignit le couloir du 2e étage, elle s'arrêta brusquement. Quelque chose se trouvait à la porte de l'appartement, plusieurs grands sacs plastiques. Son cœur s'accéléra. Serait-ce un piège? Quelqu'un l'avait-il découverte, elle et Léo? Y avait-il quelqu'un à l'intérieur pour les emmener? Elle s'approcha prudemment, telle une bête sauvage reniflant le danger. Les sacs portaient le logo d'un supermarché qu'elle ne connaissait pas, ce n'était pas celui qu'elle fréquentait habituellement. En regardant dans l'un d'eux, elle vit des paquets de riz, des haricots, des pâtes, des boîtes de sauce tomate et d'autres aliments non périssables. Claire regarda autour d'elle, confuse. Qui laisserait cela ici? Est-ce vraiment pour nous? Elle se rappela alors de l'homme en costume de la veille, l'inconnu qui était apparu dans le couloir avant de disparaître. Serait-ce lui? Le cœur battant, Claire rassembla les sacs et entra rapidement, fermant la porte derrière elle à clé. Peu après, Léo courut vers elle en se jetant à ses pieds. « Tu as mis tellement de temps. Regarde ce que j'ai apporté, Léo, dit-elle en s'agenouillant pour enlacer son frère. Jus d'orange, c'est ton préféré. » Les yeux du garçon s'illuminèrent lorsque, ouvrant le paquet, elle y inséra une paille, et elle continua, en désignant d'autres sacs mystérieux. Et ce n'est pas tout, beaucoup plus. Pendant que Léo buvait son jus, Claire déversa le contenu des sacs sur le sol et examina les articles. Il y avait assez de nourriture pour plusieurs semaines, non seulement des produits de base, mais aussi des fruits secs, des céréales et même du chocolat. Un sac contenait des produits de nettoyage, savon, shampoing et papier toilette, des articles qu'elle n'arrivait pas habituellement à acheter au supermarché parce qu'ils étaient trop encombrants pour se dissimuler. Dans le dernier sac, quelque chose la fit s'arrêter, des vêtements, de petits t-shirts, des pantalons, des chaussettes, et même un nouveau manteau pour Léo, et il y avait aussi des vêtements pour elle. Claire s'assit par terre, stupéfaite. Cela n'a aucun sens. Personne ne ferait une chose pareille gratuitement. Sa mère disait toujours que si quelque chose semblait trop beau pour être vrai, c'était probablement un piège.
Mais ces choses étaient là, réelles et tangibles, et elles en avaient tellement besoin. « C'est quoi, Claire ?» demanda Léo en pointant du doigt les nouveaux vêtements, leur cadeau. Elle répondit avec hésitation. « Je ne sais pas d'où ils viennent. » Tout en rangeant la nourriture dans ces espaces de stockage improvisés, Claire tenta de comprendre ce qui se passait. Pourrait-il s'agir d'un voisin? Mais personne dans l'immeuble n'avait les moyens pour cela. Le propriétaire? Impossible, il ne se montrait jamais, envoyant seulement quelqu'un pour récupérer le loyer que leur mère avait payé 6 mois à l'avance. Puis, soudain, la peur la saisit. Et si c'était un travailleur social, quelqu'un qui rassemblait des preuves pour nous enlever? Non, elle ne pouvait pas permettre cela. Ils ne pouvaient pas être séparés. Elle avait promis à sa mère de s'occuper de Léo jusqu'à son retour. Elle regarda son petit frère, qui essayait maintenant d'enfiler un des nouveaux t-shirts en riant, peinant à passer sa tête par l'ouverture. Le tissu doux et coloré était si différent des vêtements usés qu'il portait habituellement. Claire prit une profonde inspiration. « J'accepterai ces cadeaux pour l'instant, mais je resterai sur mes gardes. Si quelqu'un essaie de nous les enlever, je serai prête à fuir avec Léo. » Cela faisait des semaines qu'elle avait prévu cela, depuis que la nourriture que leur mère avait laissée commençait à s'épuiser et qu'elle avait réalisé qu'ils étaient seuls. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils mangèrent jusqu'à être rassasiés. Claire prépara des pâtes à la sauce tomate, un luxe qu'ils n'avaient pas connu depuis longtemps. Elle mit même de côté les chocolats pour une autre occasion. « On devrait les garder », dit-elle à Léo, qui ne protesta qu'un peu. Plus tard, étendu sur le vieux matelas, Léo s'endormit rapidement, le ventre plein et le corps réchauffé par son nouveau pyjama. Claire, quant à elle, resta éveillée, fixant le plafond taché, se demandant qui pouvait être leur mystérieux bienfaiteur et ce qu'il pourrait vouloir en retour. Le jour suivant, Daniel entra dans le bureau de Thomas avec un dossier fin. « Les livraisons ont été effectuées comme demandé, monsieur, » rapporta-t-il, « et voici les informations préliminaires que j'ai recueillies sur les enfants. » Thomas prit le dossier, essayant de garder une expression neutre malgré l'anxiété qu'il ressentait. Claire et Leonardo Morgan, lut-il à haute voix. Mère, Elisa Morgan, 26 ans, disparue depuis environ 2 mois. Père, inconnu, non mentionné sur les certificats de naissance des 2 enfants. Il y avait d'autres détails, l'adresse, les dates de naissance des enfants. Claire venait d'avoir 6 ans, Léo avait 3 ans et 2 mois, le dernier emploi enregistré de la mère, serveuse dans un restaurant fermé depuis 4 mois, et l'historique scolaire de Claire, inscrite dans une école publique locale mais avec des absences fréquentes le mois dernier. « Comment as-tu obtenu ces informations si rapidement ?» demanda Thomas, impressionné malgré lui. Daniel esquissa un léger sourire. « J'ai mes méthodes, monsieur, entièrement légales, bien sûr. » Thomas continua sa lecture. Aucun autre parent n'est répertorié, ni grands-parents, ni tante, personne qui pourrait s'occuper de ses enfants. La porte était-elle verrouillée lors de la livraison? Demanda-t-il, se rappelant comment il avait trouvé la porte de l'appartement la veille. Oui, la personne que j'ai engagée a laissé les sacs devant la porte et a observé de loin. Une petite fille est arrivée environ 20 minutes plus tard et a tout emporté, expliqua Daniel. Thomas hocha la tête, ressentant une irrationnelle bouffée de soulagement. Au moins, ils ont de la nourriture maintenant. Au moins, ils ne meurent pas de faim. Continuez les livraisons, ordonna-t-il, refermant le dossier. Une fois par semaine, toujours les mêmes produits de base, mais en variant avec quelques articles différents, des fruits frais. Hésita-t-il un instant, des livres pour enfants. Daniel sembla surpris par cette dernière demande mais se contenta de hocher la tête. Oui, monsieur. Lorsque son assistant partit, Thomas se tourna vers les documents sur son bureau, contrat, rapport, proposition, mais les mots se brouillaient devant ses yeux, incapable de retenir son attention comme avant. Une question résonnait dans son esprit. Est-ce que l'envoi de livraisons anonymes de nourriture serait suffisant? Ses enfants étaient seuls, complètement seuls, nourriture et vêtements ne changeraient rien. Il ferma les yeux et se massait les tempes. Un mal de tête commençait à se former, persistant et irritant. Soudain, un souvenir vif refit surface. Lui-même, à 7 ans, assis sur la cage d'escalier de secours de l'immeuble où il vivait, attendant que sa mère rentre de son 2e quart de travail. Il était tard, presque minuit, et il avait peur de dormir seul dans l'appartement. Sa sœur, Sophie, âgée de seulement 3 ans à l'époque, était déjà endormie, mais il restait éveillé, sur ses gardes. Hélène Béret était une femme forte qui élevait seule 2 enfants après que son mari les eut abandonnés. Elle travaillait à 2 emplois le jour, en faisant le ménage, et la nuit, à la pompe à essence. Elle rentrait épuisée, les doigts rouges à force des produits de nettoyage et les pieds enflés,
mais elle avait toujours un sourire pour ses enfants. Tommy, disait-elle en utilisant le surnom qu'il méprisait désormais, nous allons nous en sortir, un jour à la fois, mais nous y arriverons. Et, d'une certaine manière, ils s'en sortirent. Ils n'eurent jamais à aller dans un refuge, ne furent jamais séparés, mais durent affronter des années de lutte constante, factures en retard, vêtements d'occasion, et nourriture rationnée pour tenir jusqu'au prochain chèque de paie. Il y avait des moments que Thomas avait enfouis si profondément qu'il faisait semblant qu'il n'était jamais arrivé, des moments où le besoin surpassait les principes que sa mère avait tenté de lui inculquer. Comme cet hiver particulièrement rigoureux, lorsque Sophie tomba gravement malade, au point que le médicament coûtait plus qu'il ne pouvait se permettre. Hélène travailla des heures supplémentaires, mais ce ne fut toujours pas suffisant. C'est alors qu'à 10 ans, Thomas décida d'aider. Le petit dépanneur était la propriété d'un vieil homme qui somnolait souvent derrière le comptoir. Thomas avait compris exactement ce qu'il pouvait prendre sans être remarqué. Du sirop contre la toux, des pastilles pour la gorge, des analgésiques pour enfants, des articles suffisamment petits pour tenir dans les poches de son manteau surdimensionné. Cela fonctionna à plusieurs reprises, jusqu'au jour où le fils du propriétaire se trouva dans le magasin. Thomas fut surpris, pris en flagrant délit avec une bouteille de sirop contre la toux dans sa poche. Il ressentit encore de la honte en se rappelant ce qui se passa ensuite. L'homme agrippa son bras fermement, menaçant d'appeler la police. Thomas se mit à pleurer, suppliant, expliquant que sa petite sœur était malade et que sa mère n'avait pas d'argent pour le médicament. Quelque chose dans le désespoir du garçon avait dû toucher l'homme, car au lieu d'appeler les autorités, il appela Hélène au travail. Elle accourut, le visage pâle, inquiète et embarrassée, s'excusant à plusieurs reprises et promettant de payer pour ce que son fils avait tenté de voler. Thomas n'oublierait jamais l'expression sur le visage de sa mère ce soir-là, ce n'était ni de la colère, ni même de la déception, juste une profonde fatigue, un poids écrasant. « Je comprends pourquoi tu l'as fait, Tommy, dit-elle plus tard, assise au bord de son lit, mais promettons-nous de ne jamais voler, mentir ou blesser autrui, même quand les choses sont difficiles, surtout quand elles le sont. C'est ce qui nous rend humains. Tu comprends ?» Il hocha la tête, bien qu'il ne comprît pas pleinement à l'époque. Aujourd'hui, à 40 ans, dirigeant un empire corporatif bâti sur l'efficacité et le profit, Thomas se demandait s'il avait vraiment retenu la leçon de sa mère. En rouvrant les yeux, il se rendit compte qu'il avait passé presque une demi-heure perdue dans ses souvenirs, irrité contre lui-même. Il tenta de se remettre au travail, mais sa concentration avait complètement disparu. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau. De là, il pouvait voir le côté ouest de la ville, où Claire et Léo luttaient pour survivre jour après jour. « La nourriture ne suffit pas, murmura-t-il. Elle n'a jamais suffi. Sa mère n'avait jamais eu d'aide. Personne ne se présentait à sa porte avec des sacs de provisions, personne ne tendait la main lorsqu'elle en avait le plus besoin. Sa vie fut une lutte constante, une bataille qui finit par la consumer. Elle mourut à 48 ans d'une crise cardiaque, que le médecin attribua à des années de stress chronique. Le dilemme brûlait en lui, il ne pouvait tout simplement pas ignorer ses enfants maintenant qu'il les avait trouvés, mais il ne savait pas non plus comment réellement les aider au-delà des livraisons anonymes. Devrait-il contacter les services sociaux? Mais cela signifierait que les enfants seraient séparés, placés dans différentes familles d'accueil. Il connaissait bien le système, froid, bureaucratique, écrasant. Devrait-il essayer de retrouver leur mère? Mais comment? Et si elle les avait tout simplement abandonnés? Ou pire, s'il lui était arrivé quelque chose? Et il y avait une autre question que Thomas n'osait à peine formuler. Jusqu'où était-il prêt à s'impliquer? Sa vie soigneusement structurée n'avait pas de place pour des attachements émotionnels. Il avait travaillé dur pour ériger des murs entre lui et le monde afin de se protéger de la douleur et de la vulnérabilité. Mais ses enfants, surtout Claire, avec sa détermination farouche et sa protection instinctive envers son frère, avaient réussi à percer ces murs. Thomas prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton de son bureau. Mélissa apparut presque instantanément à la porte. « Annule mes rendez-vous pour demain après-midi, ordonna-t-il. J'ai une affaire personnelle à traiter. » Cette affaire était plus qu'une question personnelle, c'était une confrontation avec son propre passé, une décision sur le type d'homme qu'il était réellement, car au fond, Thomas savait que la nourriture qu'il envoyait n'était pas seulement destinée à Claire et Léo, c'était aussi pour le garçon qu'il avait été autrefois, ce garçon apeuré attendant sur la cage d'escalier d'urgence, espérant que quelqu'un, n'importe qui, viendrait l'aider. Thomas gara la voiture à une distance de sécurité du supermarché. Il n'utilisait pas sa berline noire habituelle, mais un modèle plus modeste loué spécialement pour cette mission. Même ses vêtements étaient différents,
Un jean, un t-shirt et une vieille veste en cuir qu'il avait trouvée au fond de son placard. Rien qui évoquait le PDG d'une chaîne de supermarchés. Il resta là presque une heure, observant l'entrée du magasin, son cœur battant lorsqu'il la vit enfin, Claire, dans sa veste oversized caractéristique, marchant d'un pas déterminé vers le supermarché, seule, comme toujours. Thomas prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Le plan était simple, l'aborder avant qu'elle n'entre dans le magasin, lui parler, essayer de mieux comprendre sa situation. 2 semaines de livraisons anonymes de nourriture n'étaient pas suffisantes, il avait besoin d'en savoir plus. Claire, appelait-il doucement en s'approchant. La fille se figea instantanément. Ses yeux, lorsqu'ils se tournèrent vers lui, mêlaient reconnaissance et peur. « Tu es l'homme du couloir » dit-elle, reculant, prête à s'enfuir. Thomas leva les mains en signe d'apaisement. « Tu n'as pas à avoir peur, je veux juste te parler. » Claire regarda autour d'elle, comme à la recherche d'une échappatoire. « Comment ? Connais-tu mon nom ?» C'était une question difficile. Thomas hésita. Mentir maintenant établirait une base de méfiance, mais dire toute la vérité pourrait être effrayant. J'ai cherché à en savoir plus, et finalement, il répondit en optant pour une demi-vérité. « Écoute, je sais que tu ne me connais pas, mais j'ai une proposition. Que dirais-tu d'aller prendre un chocolat chaud là-bas » dit-il en pointant du doigt un petit café de l'autre côté de la rue. « C'est un lieu public, il y a beaucoup de monde, tu seras en sécurité. » Claire plissa les yeux, méfiante. « Pourquoi ? Parce qu'il fait froid et le chocolat chaud est bon, dit Thomas en tentant un sourire. Voyant qu'elle restait sceptique, il ajouta « Écoute, je sais que tu prends des choses dans ce supermarché. Je ne suis pas là pour te dénoncer. En fait, j'en suis le propriétaire. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Thomas hocha la tête. « De toute la chaîne Burger Mart. En réalité, je m'appelle Thomas Burger. » Cela changea quelque chose dans l'expression de Claire. La peur laissa place à une curiosité prudente. Elle gardait toujours ses distances, mais elle ne semblait plus prête à s'enfuir. « Alors, tu vas me dénoncer à la police » dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Non » répondit Thomas en gardant sa voix calme. « Si j'avais voulu faire ça, je l'aurais fait il y a des semaines. Comme je l'ai dit, je veux juste parler. » Claire se mordit la lèvre en réfléchissant, « Et si je ne veux pas, tu pars, et moi aussi, pas de police, pas de problème. » Mais Thomas hésita. « Si tu viens avec moi, je te promets que ça vaudra le coup. Tu pourras commander ce que tu veux au café. » Cette dernière partie sembla faire l'affaire. Claire hésita encore quelques secondes, puis hocha finalement la tête en signe d'accord. Le café était petit et chaleureux, avec des tabourets au long du comptoir et quelques tables dispersées. Il n'y avait pas beaucoup de clients à cette heure-là, juste un vieil homme lisant un journal dans un coin et un couple d'adolescents partageant un milkshake. Thomas conduisit Claire à une table près de la fenêtre où il pouvait voir la rue. Il remarqua que la jeune fille avait choisi un siège lui permettant de surveiller la porte, un instinct de survie qu'il connaissait bien. Une serveuse s'approcha avec un sourire amical. « Que puis-je vous servir ?»« Un chocolat chaud pour moi » commanda Thomas. « Et pour toi, Claire ?» Claire jeta un coup d'œil las au menu plastifié posé sur la table. « Je prendrai aussi un chocolat chaud, et puis-je avoir une part de cette tarte ?» dit-elle en désignant la vitrine des desserts derrière le comptoir. « Bien sûr, une part de tarte aux pommes également » confirma Thomas à la serveuse. Une fois seul, un silence inconfortable s'installa. Claire fixa la table, ses petits doigts jouant nerveusement avec la serviette en papier, alors que Thomas essayait de paraître détendu. « Tu aimes la tarte aux pommes, Claire ?» Elle haussa les épaules. « Je n'en ai jamais goûté, ça a l'air bon sur les photos, dans les livres. » Quelque chose dans cette réponse simple fit souffrir le cœur de Thomas pour une enfant de 6 ans qui n'avait jamais goûté de tarte aux pommes. Quelles autres expériences simples d'enfance avait-elle manqué ? « Je suis sûr que tu aimeras, » dit-il, gardant sa voix stable. « C'est aussi ma préférée. » Un autre silence s'ensuivit. Thomas réalisa que les banalités ne les mèneraient nulle part, il devait être direct, mais en douceur. « Claire, je sais que tu prends de la nourriture dans mon supermarché, » déclara-t-il finalement. « Je ne suis pas en colère, je veux juste comprendre pourquoi. » La fille croisa les bras et regarda par la fenêtre, toute sa posture exprimant une défensive. « Pour manger, répondit-elle franchement. « Je vois. » Thomas hocha la tête. « Et pourquoi faut-il que tu la prennes au lieu de l'acheter ? Où sont tes parents ?» L'expression de Claire se ferma encore davantage. Ses yeux, grands et sombres pour quelqu'un d'aussi petit, semblaient emplis d'une sagesse et d'une douleur bien au-delà de son âge.
La serveuse revint avec 2 chocolats chauds et la tarte. Claire serra immédiatement ses petites mains autour de la tasse, comme pour en absorber la chaleur. Thomas soupira, réalisant qu'il allait trop vite. « Écoute, je ne cherche pas à te mettre la pression, je veux juste aider. » Quelque chose dans cette phrase, prononcée sincèrement, sembla l'atteindre. Elle prit une petite gorgée de chocolat chaud, puis, sans toujours regarder Thomas dans les yeux, commença à parler. « Ma mère nous a quittés, dit-elle doucement. Elle est simplement partie un jour et n'est jamais revenue. » Thomas sentit un nœud se former dans sa gorge. Quand cela s'est-il produit? Il y a 2 ans. J'avais seulement 4 ans, et Léo était encore un bébé. 2 ans, c'est une éternité pour une si jeune enfant, forcée de grandir et de s'occuper d'un frère ou d'une sœur plus jeune, et il n'y avait aucun autre adulte, ni grands-parents, ni oncle. Claire secoua la tête. Nous n'étions que nous 2, maman disait toujours ça. Elle n'avait pas de famille, et notre père n'a jamais existé. Thomas essaya de garder son sang-froid. Et comment as-tu survécu tout ce temps toute seule? Claire prit sa fourchette et piqua la tarte, se servant d'un petit morceau. La voisine d'accent grave côté a pris soin de nous pendant un certain temps, mais ensuite, elle est partie aussi. J'ai mis ce minuscule morceau de tarte dans ma bouche, mes yeux se sont un instant illuminés par ce goût sucré avant de redevenir sérieux. Ensuite, j'ai dû trouver une solution. J'ai appris à cuisiner, à changer les vêtements de Léo. Maman avait laissé un peu d'argent, mais il s'est épuisé. Thomas hocha la tête, l'encourageant à continuer. Alors, j'ai commencé à prendre de la nourriture dans ton supermarché. Claire reprit, en le regardant droit dans les yeux, comme pour le défier de la juger. Je sais que c'est mal de voler, maman le disait toujours, mais Léo avait besoin de manger, et moi aussi. Tu as fait ce qu'il fallait pour survivre, dit doucement Thomas, et prendre soin de ton frère, ça montre beaucoup de courage. Claire cligna des yeux, visiblement surprise par sa réponse. Tu ne t'énerves pas? Demanda-t-elle d'une voix minuscule. Thomas secoua la tête. Non, je ne suis pas en colère. Je suis inquiet et je veux t'aider, si tu me laisses faire. Claire l'examina avec ses yeux perspicaces. C'est toi qui as envoyé la nourriture, n'est-ce pas? C'est ça qu'à notre porte. Thomas hocha la tête. Pourquoi? Demanda Claire. Tu ne me connais même pas. C'était une question légitime. Thomas réfléchit à sa réponse, essayant d'être honnête sans l'accabler de détails sur son propre passé. J'ai vu que toi et ton frère aviez besoin d'aide, et quand j'étais enfant, j'avais parfois aussi besoin d'aide, mais il n'y avait pas toujours quelqu'un pour m'aider. Claire continua à prendre de petites bouchées de tarte en le regardant. Tu penses que ma mère nous a abandonnés? Demanda-t-elle soudainement, une rare vulnérabilité dans la voix. La question surprit Thomas. Comment pouvait-il répondre? Dire oui pourrait confirmer les pires craintes de Claire, dire non pourrait lui donner de faux espoirs. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Parfois, les adultes traversent des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre facilement. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ta mère, mais je pense que nous devrions le découvrir. Sais-tu où elle travaillait? Claire hocha la tête. Un restaurant appelé le Blue Moon. Elle y était serveuse. J'y suis allé une fois, mais le grand homme à la porte a dit qu'elle n'y travaillait plus et m'a renvoyé. Thomas se fit une note mentale pour enquêter sur ce restaurant. Quel est le nom complet de ta mère? Elisa Morgan, répondit Claire. Comme le nôtre, je suis Claire Morgan et Léo est Léon O'Morgan. Thomas le savait déjà grâce à l'enquête de Daniel, mais il la laissa s'exprimer, sentant qu'elle avait besoin de garder le contrôle. Claire, je sais que c'est effrayant de faire confiance à un inconnu, dit Thomas après un moment. Mais je veux que tu saches que je continuerai d'envoyer de la nourriture et tout ce dont tu as besoin, et j'essaierai de découvrir ce qui est arrivé à ta mère. Claire finit sa part de tarte en se léchant discrètement les doigts pour ramasser les dernières miettes. Pourquoi tiens-tu autant à nous aider? Qu'est-ce que tu y gagnes? Demanda-t-elle, si directe, si adulte, que Thomas en eut presque envie de rire, bien qu'il n'y eût rien de drôle dans la situation. Pourquoi se souciait-il ainsi? Était-ce simplement par culpabilité, un riche ému par la détresse d'enfants pauvres? S'identifiait-il à son propre passé, ou était-ce autre chose qu'il ne pouvait pas encore nommer? Parce que c'est la bonne chose à faire et parce que personne ne devrait traverser ce que tu traverses seul, finit-il par répondre. Claire resta silencieuse un long moment, puis, d'une voix si basse que Thomas faillit ne pas l'entendre, elle dit. Léo a peur de dormir quand il pleut beaucoup, parfois, moi aussi. La simplicité de sa confession fit se serrer la gorge de Thomas. C'était un acte de confiance, un aperçu de la vraie Claire derrière sa façade courageuse. C'est normal, dit-il doucement, nous avons tous peur parfois.
Claire hocha la tête, comme pour confirmer une théorie. Elle finit son chocolat chaud et posa la tasse avec soin. Je dois y aller. Léo est seul jusqu'à 17h, je lui ai dit que je serais de retour d'ici là. Thomas regarda sa montre. Il était 16h40. Je peux te conduire si tu veux. Claire secoua fermement la tête. Non, ma mère m'a toujours dit de ne jamais monter dans une voiture avec des inconnus. Ta mère avait raison, acquiesça Thomas, respectant sa décision. Puis-je au moins te donner quelque chose à emporter pour Léo? Les yeux de Claire brillèrent d'intérêt, bien qu'elle essayât de ne pas le montrer. Comme quoi? Thomas appela la serveuse et demanda une part de tarte à emporter, ainsi que 2 chocolats chauds dans des gobelets jetables. Pendant qu'ils attendaient, il prit une carte de visite et y inscrivit son numéro de téléphone portable au dos. Claire, je veux que tu gardes ceci, c'est mon numéro. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu peux m'appeler jour et nuit. Claire prit la carte en l'examinant avec curiosité. Je n'ai jamais utilisé un vrai téléphone, juste celui jouet que nous avions à la garderie. Tu connais les numéros? Demanda-t-elle. Oui, ma mère m'a appris, je peux compter jusqu'à 100 et je connais toutes les lettres aussi, répondit Thomas avec un sourire, sincèrement impressionné par son intelligence et sa résilience. Je suis sûr que tu saurais comment appeler si tu en avais besoin. Y a-t-il des téléphones publics près de chez toi? Claire hocha la tête. Au coin, près du petit marché, la serveuse revint avec la commande à emporter. Thomas paya en laissant un pourboire généreux et tendit le sac à Claire. Merci, dit-elle en serrant le sac contre sa poitrine. Elle hésita un instant, puis ajouta. Léo va adorer la tarte, il ne l'a jamais goûtée non plus. Ils sortirent ensemble du café. Thomas voulait la suivre jusqu'à chez elle pour s'assurer qu'elle y arrivait en toute sécurité, mais il savait que ce serait franchir une limite. Claire devait avoir confiance en lui de son plein gré, et non se sentir surveillée ou contrôlée. Puis-je te revoir? Demanda-t-il en arrivant au coin. Peut-être la semaine prochaine, à la même heure, sembla-t-elle envisager. Peut-être, dit-elle enfin, mais je ne sais pas si je retournerai au supermarché. Il n'est pas nécessaire que ce soit là, nous pouvons nous retrouver au café. J'apporterai plus de tartes. Cela fit naître un léger sourire sur le visage de Claire, le premier que Thomas avait vu, timide, réservé, mais qui illuminait son visage enfantin d'une manière qui faisait serrer son cœur. D'accord, acquiesça-t-elle, mais si tu ne te pointes pas, je n'attendrai pas. Très bien, dit Thomas. Lundi, 16h00. Claire hocha la tête, puis, sans un mot de plus, se tourna et s'éloigna rapidement en direction de chez elle. Thomas l'observa jusqu'à ce qu'elle tourne au coin et disparaisse. De retour dans sa voiture, il resta longtemps assis, repassant en boucle tout ce qu'il avait entendu. L'histoire de Claire confirmait ses soupçons. Leur mère avait disparu sans explication, laissant 2 enfants complètement seuls. Son instinct lui criait d'appeler immédiatement les services sociaux et de signaler la situation. C'était la procédure standard, la voie logique et légalement correcte. Les enfants avaient besoin d'une supervision adulte, d'un foyer adapté, d'un tuteur. Mais Thomas savait qu'au mieux, Claire et Léo seraient placés en famille d'accueil temporaire, risquant même de se retrouver dans des foyers séparés. Au pire, ils pourraient être séparés immédiatement, perdant le seul lien stable qu'ils avaient l'un avec l'autre. Et puis, il y avait le mystère de leur mère d'après le récit de Claire. La disparition avait été soudaine et inexplicable. Elisa Morgan avait laissé ses enfants à la maison en annonçant qu'elle serait de retour pour le dîner. Cela ne ressemblait pas à un abandon prémédité. Que pouvait-il s'être passé? Un accident, une maladie soudaine, ou quelque chose de pire? Thomas démarra la voiture, mais ne se dirigea ni vers chez lui ni vers le bureau. À la place, il entra Blue Moon dans le GPS et suivit les indications. Il savait qu'il s'impliquait plus qu'il ne le devrait. Sa vie, jusque-là organisée et prévisible, était bouleversée par ce mystère, par ses enfants. Mais maintenant qu'il avait regardé dans les yeux de Claire et entendu son histoire, il ne pouvait pas simplement reprendre sa routine comme si de rien n'était. Le Blue Moon était à 20 minutes, dans un quartier de la ville que Thomas visitait rarement. Ce n'était pas un établissement chic, mais il ne semblait ni suspect ni dangereux, juste un lieu de la classe moyenne, avec une façade bleue et blanche et un petit croissant de lune sur l'enseigne, ainsi qu'un parking de l'autre côté de la rue. Thomas fixa le restaurant, se sentant étrangement nerveux. Que faisait-il ici? Que attendait-il de trouver? Et, plus important encore, jusqu'où était-il prêt à aller pour aider 2 enfants qu'il connaissait à peine? Il n'avait pas de réponse à ces questions, il savait seulement qu'il ne pouvait ignorer le cri d'aide dans les yeux de Claire, même si elle était trop fière pour l'exprimer.
Le restaurant était l'un des plus huppés de la ville, avec un éclairage doux et une décoration minimaliste. Thomas fit tourner le verre de vin rouge entre ses doigts, distrait. De l'autre côté de la table, Sophie observait son frère avec attention. « Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu voulais dîner en plein milieu de la semaine », commenta-t-elle. « D'habitude, tu es trop occupé avec tes supermarchés pour des dîners spontanés. » Thomas leva les yeux. Sa jeune sœur, maintenant âgée de 30 ans, était la seule personne au monde qui le connaissait vraiment. Alors qu'il avait choisi le monde des affaires, Sophie était devenue travailleuse sociale, s'occupant directement d'enfants à risque. « J'ai besoin de ton avis professionnel sur quelque chose, dit-il enfin. Sophie haussa un sourcil. « Mon avis professionnel ? C'est nouveau. » Thomas hésita, organisant ses pensées. « J'ai rencontré 2 enfants, une fillette de 6 ans et un garçon de 3 ans. Ils vivaient seuls. La fille a dit que leur mère les avait abandonnés il y a 2 ans. » Sophie s'assit, posant soudainement sa fourchette, en alerte maximale. « 2 ans ? Et tu es sûr qu'ils sont vraiment seuls ? D'après ce que j'ai vu, oui, la fille s'occupe de son frère. Elle a volé de la nourriture dans mon supermarché pour les nourrir. »« Pourquoi n'as-tu pas appelé les services sociaux ?» demanda Sophie d'un ton professionnel, presque accusateur. Thomas se tortilla mal à l'aise. « Je leur ai envoyé de la nourriture, et j'essaie de gagner la confiance de la fille pour mieux comprendre ce qui se passe. » Thomas, peu importe la quantité de nourriture que tu envoies, des enfants ne peuvent pas vivre seuls. C'est dangereux et illégal. Je sais, mais le système ne fonctionne pas toujours. Sophie, toi parmi tous les gens, tu le sais bien. Sophie l'observa longuement. Ce n'est pas à propos de ces enfants, n'est-ce pas? C'est à propos de nous, de ce qui s'est passé après la mort de maman. Thomas détourna le regard. Tu te reconnais dans cette fille, continua doucement Sophie, ce garçon de 12 ans qui s'occupe de sa petite sœur, craignant que le système ne nous sépare. Ce n'est pas si simple, murmura Thomas, puis ajouta. Alors explique-moi, Tommy, pourquoi ces enfants en particulier? Pourquoi pas chaque enfant dans le besoin qui vole dans tes supermarchés? Thomas n'avait pas de réponse, ou peut-être en avait-il une, mais il n'était pas prêt à l'admettre. Regarde, Sophie, dit-il en tendant la main à travers la table, je comprends ce que tu ressens, mais si tu es vraiment inquiète pour leur bien-être, tu dois faire ce qui est juste. Tu ne peux pas laisser 2 enfants vivre seuls simplement parce que tu as un complexe de sauveur. Ce n'est pas un complexe. Thomas protesta, manquant de conviction. Alors, qu'est-ce que c'est? Veux-tu vraiment aider ces enfants ou essaies-tu de compenser notre passé, pour toutes les fois où tu as dû jouer l'adulte alors que tu étais encore enfant? La question de Sophie frappa Thomas comme un coup de poing, c'était exactement celle qu'il évitait depuis qu'il avait vu Claire pour la première fois. Je ne sais pas, admit-il. Peut-être les 2. Sophie serra doucement sa main. Tommy, tu ne peux pas remplacer leur mère, tout comme personne ne pourrait remplacer la nôtre. Si tu veux vraiment aider, laisse les professionnels intervenir. Thomas hocha vaguement la tête, mais le doute le rongeait. Que voulait-il vraiment? Aider Claire et Léo ou apaiser les fantômes de son propre passé? La question persistait, même lorsqu'il souriait et changeait de sujet pour parler de nouveaux projets d'entreprise, mais les paroles de Sophie continueraient à le hanter dans les jours à venir, comme une blessure qui refusait de guérir. Claire préparait un sandwich pour Léo lorsqu'elle entendit frapper à la porte, pas le tapotement familier de Madame Garcia d'accent grave côté, qui apportait parfois des cookies faits maison, mais des coups fermes, officiels. Son cœur battait la chamade, personne n'avait jamais frappé ainsi. Léo, chuchota-t-elle à son frère, qui jouait avec un petit camion en plastique que Thomas avait inclus dans l'une des livraisons de nourriture, sois très silencieux, d'accord? Ne fais pas de bruit. Les coups se firent entendre de nouveau, plus insistants. Claire Morgan, Léo Morgan, je m'appelle Andrea Williams, des services de protection de l'enfance. J'ai besoin de vous parler. La panique s'empara de Claire. Service de protection de l'enfance, elle connaissait ces mots. À l'école, avant d'arrêter d'y aller pour s'occuper de Léo, un professeur les avait mentionnés après avoir remarqué qu'elle portait les mêmes chaussures usées depuis des semaines. Claire comprit ce que cela signifiait, des gens qui emmenaient les enfants de chez eux. Je sais que tu es là, poursuivit Andrea, s'il te plaît, ouvre la porte, je veux juste parler. Claire regarda frénétiquement autour d'elle. Il n'y avait aucun moyen de s'enfuir, la seule sortie était la porte d'entrée, et il se trouvait au 2e étage, les fenêtres étant trop hautes. Léo, dit-elle doucement, essayant de garder sa voix calme malgré sa peur, nous allons jouer à cache-cache. Tu te caches dans le placard et tu ne sors pas tant que je ne t'appelle pas, d'accord?
Le garçon hocha la tête, ses grands yeux acceptant le jeu sans hésiter. Claire le conduisit vers le petit placard encastré où il gardait leurs quelques vêtements, l'aidant à se faufiler parmi les cintres. « Ne fais pas de bruit, même si tu entends des voix, c'est ça le principe du jeu, » expliqua-t-elle. Léo porta son doigt à ses lèvres en faisant « chut » très sérieusement. Claire embrassa son front avant de refermer la porte du placard. Les coups continuèrent. Claire prit une profonde inspiration, essayant de réfléchir. Thomas lui avait donné un numéro pour les urgences, c'était définitivement une urgence. Peut-être pourrait-il l'aider. Elle rangea la carte précieusement sous le matelas. Les mains de Claire tremblaient lorsqu'elle saisit la carte, accompagnée de quelques pièces qu'elle avait économisées pour un appel depuis le téléphone public au coin de la rue. Elle devait partir sans être vue. Sur la pointe des pieds, elle se dirigea vers la porte et regarda à travers le judas. Une femme d'âge moyen aux cheveux bruns, coiffée en un chignon soigné et vêtue d'un blazer bleu marine, attendait patiemment. À côté d'elle se tenait un homme grand en costume sombre. « Claire, s'il te plaît », appela la femme, comme sentant qu'elle était observée, « nous avons reçu une alerte anonyme indiquant qu'il pourrait y avoir des enfants vivant ici seuls. Nous devons vérifier si vous allez bien. » Claire recula. Elle ne pouvait pas ouvrir la porte, car s'ils le faisaient, ils emporteraient Léo. Il y avait une fenêtre dans la salle de bain donnant sur l'escalier de secours. Elle était petite, mais Claire l'était aussi. D'un geste déterminé, elle se rendit dans la salle de bain, monta sur les toilettes, et réussit à ouvrir la fenêtre pour se faufiler dehors. Le métal de l'escalier de secours était froid sous ses pieds, car elle n'avait pas eu le temps de mettre des chaussures. Prudemment, elle descendit les marches rouillées en priant qu'elle ne grince pas. Une fois au rez-de-chaussée, elle courut comme jamais auparavant. Le téléphone public était à seulement 2 pâtés de maison, mais cela lui semblait un marathon. Claire courut sans s'arrêter, ignorant les regards de quelques passants. Lorsqu'elle arriva enfin, ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine insérer les pièces dans la fente. Heureusement, elle connaissait le numéro par cœur, l'ayant répété dans sa tête d'innombrables fois, comme un porte-bonheur. Après 3 sonneries, une voix masculine répondit. Thomas Béret à l'appareil. « C'est Claire, dit-elle, essoufflée. Ils viennent nous chercher, Claire, dit la voix de Thomas, dont le ton changea immédiatement. Qui est venu pour toi? D'où venez-vous? Du gouvernement? Des services de protection de l'enfance? Il frappe à la porte de l'appartement. Léo se cache dans le placard. Je suis sorti par la fenêtre de la salle de bain. Ces mots s'échappaient dans un flot paniqué. Où es-tu maintenant? Demanda Thomas d'un ton contrôlé mais urgent, depuis la cabine téléphonique au coin, près de chez lui. Reste là. Je suis en route, j'y serai dans 15 minutes au maximum. Mais qu'en est-il de Léo? Et s'il le trouve? Après une brève pause, Claire répondit. Écoute attentivement, je vais t'aider, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Retourne à l'appartement et ouvre la porte à l'assistante sociale. Non, Claire, s'exclama-t-elle. Ils vont nous prendre. La voix de Thomas était ferme mais bienveillante. Si tu ne te présentes pas, ils enfonceront la porte et prendront Léo de toute façon, et si tu n'es pas là, ce sera bien pire. Si tu es là, au moins, tu resteras avec ton frère. Des larmes coulèrent sur les joues de Claire. Il avait raison, elle ne pouvait pas abandonner Léo. J'y arriverai aussi vite que possible, promit Thomas. Je te le promets, mais pour l'instant, sois courageuse, ouvre la porte et réponds poliment à leurs questions. Dis-leur que ta mère est sortie acheter du lait et que nous reviendrons bientôt. Gagne-nous un peu de temps, poursuivit-il. Claire étouffa ses sanglots. D'accord, je raccroche maintenant pour pouvoir conduire. Sois forte, Claire, murmura-t-elle. La ligne se tut. Claire reposa le combiné et essuya ses larmes avec sa manche. Thomas arrivait, il avait promis d'aider. Le chemin du retour lui sembla encore plus long. Lorsqu'elle atteignit l'immeuble, elle remonta prudemment l'escalier de secours. Une fois arrivée à la fenêtre de la salle de bain, elle constata qu'elle était toujours ouverte, elle se glissa à l'intérieur en silence. Les coups avaient cessé. Claire écouta attentivement et entendit des voix dans le couloir, discutant de forcer la porte. Son estomac se noua. Prenant une décision rapide, elle alla au placard et ouvrit la porte. Léo était toujours là, recroquevillé comme elle l'avait laissé, ses grands yeux effrayés dans la lumière tamisée. « Allez, Léo, chuchota-t-elle en prenant sa main, nous devons répondre à quelques personnes. N'aie pas peur, d'accord? Thomas vient nous aider, le livreur, dit Léo. Claire hocha la tête. Oui, il a dit qu'il nous aiderait, dit-elle en tenant toujours la main de son frère. Claire s'approcha de la porte d'entrée.
Elle pouvait entendre la femme dehors discuter avec quelqu'un à propos d'appeler le propriétaire pour ouvrir la porte. Le cœur battant, Claire tourna la clé dans la serrure et ouvrit la porte. La femme en blazer bleu marine avait l'air réellement surprise. Le visage que Claire avait imaginé sévère et effrayant présentait en réalité des traits doux et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture rouge. « Bonjour », dit-elle en se penchant pour être au niveau des yeux de Claire, « tu dois être Claire et voici Léo », en souriant au garçon qui se cachait derrière sa sœur. « Oui », répondit Claire en essayant de paraître décontractée, « désolé, ça a pris un peu de temps, j'étais à la salle de bain. » La femme hocha la tête, bien que son regard trahissait une part de doute. « Je m'appelle Andrea. Puis-je entrer pour que nous puissions discuter ?» Claire hésita, puis se dégagea. Andrea entra, suivi par un homme en costume qui se présenta comme son superviseur. L'appartement, bien que modeste, était étonnamment propre et bien rangé. Claire travaillait dur pour le garder en ordre, surtout depuis que les livraisons de Thomas avaient commencé à arriver, y compris des produits de nettoyage. « Où est ta mère ?» demanda Andrea en regardant autour. « Elle est sortie pour acheter du lait », répéta Claire, racontant l'histoire que Thomas avait suggéré qu'elle devrait être de retour bientôt. Andrea et le superviseur échangèrent un regard. « Depuis combien de temps est-elle partie ?» Claire haussa les épaules, essayant de paraître indifférente. « Pas longtemps, elle est partie il y a un petit moment. » Andrea s'assit sur le seul canapé de l'appartement, un vieux meuble bien entretenu. « Claire, nous avons reçu un appel indiquant que toi et ton frère viviez ici seuls, est-ce vrai ?» « Non, » répondit Claire. « Non, notre mère vit ici avec nous, et notre père n'a jamais existé, » ajouta-t-elle. Andrea nota quelque chose dans un petit carnet. « Quand ta mère sort, qui s'occupe de toi ?»« C'est moi qui m'occupe de Léo, » dit fièrement Claire. « Je sais cuisiner et tout. » Cela sembla inquiéter davantage Andrea. « Quel âge as-tu ?»« 6, » répondit Claire, puis ajouta rapidement, « presque 7. »« Et tu t'occupes souvent de ton frère quand ta mère est absente ?»« Pas beaucoup, seulement quand c'est nécessaire, » murmura-t-elle. Le superviseur, qui avait inspecté l'appartement, revint dans le salon. « Il n'y a pas de vêtements pour adultes dans le placard » rapporta-t-il calmement à Andrea. Le cœur de Claire se serra. Ils étaient en train de comprendre. Thomas devait arriver bientôt, et comme en réponse à ses prières, un fort coup retentit à la porte ouverte de l'appartement. Debout dans le couloir se trouvait Thomas Béret, impeccable dans son costume coûteux, l'air posé mais montrant des signes de précipitation. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il en entrant dans l'appartement avec l'assurance de quelqu'un parfaitement légitime d'être là. Andrea et le superviseur semblèrent perplexes. « Et vous êtes Thomas Béret, l'avocat de la famille Morgan ?» Il répondit sans hésiter. « On m'a informé que des représentants des services de protection de l'enfance étaient ici. » Claire laissa presque tomber sa mâchoire. « Thomas, un avocat ?» Il ajouta. « Je t'ai dit que j'étais le propriétaire des supermarchés. »« Monsieur Béret. » Andrea se leva en tendant la main. « Je m'appelle Andrea Williams. Nous sommes ici à cause d'une alerte anonyme concernant des enfants potentiellement négligés. » Thomas lui serra brièvement la main. « Puis-je vous demander la nature précise de cette allégation ?» Andrea hésita. « Nous avons reçu des informations indiquant que ces enfants pourraient vivre ici seuls, sans surveillance adulte. » Thomas fronça les sourcils, visiblement offensé. « C'est absurde. Elisa Morgan est une mère dévouée qui travaille dur pour subvenir aux besoins de ses enfants. Malheureusement, son emploi du temps peut être difficile, ce qui a peut-être conduit à ce malentendu. » Claire observa Thomas, impressionné par la manière convaincante dont il mentait. Pourtant, Andrea continua. « Nous n'avons trouvé aucun signe d'un adulte dans cet appartement, aucun vêtement pour adulte, aucun objet personnel, parce qu'après un divorce difficile, Elisa a dû simplifier. » Thomas expliqua avec aisance. « Elle garde la plupart de ses affaires chez sa sœur, où elle se baigne souvent après le travail pour économiser sur la facture d'eau. » Monsieur Béret, nous apprécions votre présence, mais nous devons parler directement à Madame Morgan, intervint Andrea, l'air peu convaincu. J'ai déjà essayé de la joindre, mais malheureusement, elle est retenue au travail et m'a demandé de venir la représenter. Je comprends que ce ne soit pas idéal, mais je vous assure que je travaillerai avec la famille pour répondre à toutes les préoccupations légitimes que vous pourriez avoir. Le superviseur s'avança. Même si tout ce que vous dites est vrai, Monsieur Béret, nous avons le devoir d'assurer la sécurité de ces enfants. Une fillette de 6 ans ne devrait pas s'occuper seule d'un enfant de 3 ans, quelles que soient les circonstances. Thomas hocha la tête sérieusement. Je suis tout à fait d'accord.
C'est pourquoi nous apportons déjà des changements. J'ai engagé une nounou qui commence demain, et nous réorganisons l'emploi du temps de Madame Morgan pour qu'elle puisse passer plus de temps à la maison. Claire avait du mal à croire ce qu'elle entendait. D'où viennent ces histoires? Andrea reprit après une pause. Normalement, sans parler au tuteur légal, nous devrions placer les enfants dans un foyer temporaire jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Le ventre de Claire se noua de peur, et Léo, sentant sa tension, se serra contre elle. « Je comprends le protocole, dit Thomas, mais je vous demande de considérer une alternative. Je peux emmener les enfants chez moi ce soir, j'ai une chambre d'amis prête. Madame Morgan pourrait les recevoir demain matin. Cela leur éviterait le traumatisme d'une nuit dans un foyer inconnu. » Andrea et le superviseur échangèrent un regard. « Avez-vous un quelconque lien avec ces enfants » demanda le superviseur. « Je suis un ami proche de la famille, » répondit Thomas. « Elisa et moi nous connaissons depuis des années, depuis qu'elle a commencé à fréquenter mon église. » Claire tenta de garder son sérieux. « Église ? Thomas n'a jamais parlé d'aller à l'église. »« Ce n'est toujours pas la procédure standard, » intervint Andrea. « Je comprends, » répondit Thomas, « mais je sais aussi que le système est débordé et que le bien-être des enfants doit primer. Une nuit dans un environnement familier, avec quelqu'un qu'ils connaissent, serait bien moins traumatisante. » Andrea soupira, visiblement déchiré. « Nous devrons vérifier vos références, Monsieur Béret, et effectuer une visite rapide de votre domicile pour nous assurer que votre lieu est adapté aux enfants. » C'est parfaitement raisonnable, acquiesça Thomas en remettant une carte de visite. « Voici mon adresse, je suis heureux de coopérer de toute manière nécessaire. » Les 45 minutes suivantes furent une véritable montagne russe pour Claire. La tension emplissait l'air, perceptible même pour elle. Thomas parla avec les travailleurs sociaux, répondit aux questions, passa des appels téléphoniques, tout cela avec un calme impressionnant. À sa grande surprise, Andrea finit par accepter l'arrangement temporaire. Thomas obtiendrait la garde d'urgence pendant 72 heures, après quoi une audience préliminaire serait organisée devant un juge. « Claire, » dit gentiment Andrea avant de partir, « si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si tu te sens effrayée ou mal à l'aise, tu peux m'appeler à tout moment. » Elle tendit à Claire une carte avec son numéro. Claire prit-la. Claire, hochant la tête sérieusement, n'avait aucune intention d'appeler, mais quelque chose dans la gentillesse d'Andrea l'avait touchée lorsque la porte se referma enfin derrière les travailleurs sociaux. Claire poussa un soupir qu'elle ne s'était pas rendu compte de retenir. Léo, épuisé par toute l'attention, s'était endormi sur le petit canapé. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-elle à Thomas, la voix mêlée d'admiration et de confusion. Thomas desserra sa cravate, semblant enfin un peu soulagé. « J'ai appris il y a bien longtemps que la confiance en soi représente la moitié de la bataille. Si tu fais semblant de savoir ce que tu fais, les gens ont tendance à te croire. Mais tous ces mensonges à propos de ma mère, à propos de l'église, ce n'étaient pas des mensonges, » corrigea doucement Thomas, c'était des solutions temporaires à un problème urgent. Maintenant, nous avons un peu de temps pour réfléchir à une solution permanente. Claire fronça les sourcils. « Ils ont dit que nous devions aller chez toi. »« Oui, » confirma Thomas, « c'est plus sûr pour l'instant, car si tu restes ici seul, ils peuvent revenir à tout moment, et la prochaine fois, ils pourraient ne pas être aussi indulgents. » L'idée de quitter l'appartement, le seul endroit qu'elle connaissait comme chez elle, rendait Claire anxieuse. « Mais qu'en est-il de nos affaires, et si ma mère revenait et ne nous trouvait pas ?» Thomas s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Claire, nous devons être honnêtes l'un avec l'autre. Tu m'as dit que ta mère était partie il y a 2 ans. Est-ce vraiment vrai ?» Claire détourna le regard. « Pas exactement. »« Depuis combien de temps exactement ?»« 3 mois, admit-elle d'une voix basse, mais ça semble beaucoup plus long. » Thomas acquiesça avec sympathie. « J'imagine, et as-tu une idée d'où elle pourrait être ?» Claire secoua la tête. Elle disait qu'elle allait au travail et n'est jamais revenue. Son portable ne faisait que rediriger vers la messagerie vocale. Thomas prit une profonde inspiration. « Faisons comme ça, tu viens chez moi ce soir, comme convenu avec le travailleur social, et demain nous commencerons à chercher ta mère sérieusement. En attendant, je parlerai à mon avocat, un vrai, pour déterminer nos options. »« Tu n'es pas avocat ?» dit Thomas avec un léger sourire. « Non, je possède des supermarchés, souviens-toi, mais je connais de bons avocats. » Claire regarda Thomas d'un nouvel œil. Il avait menti aux travailleurs sociaux, risquant sa réputation, peut-être même en enfreignant la loi, juste pour l'aider. « Pourquoi fais-tu tout cela ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que tu y gagnes en nous aidant ?» La question sembla prendre Thomas par surprise. Il resta silencieux un moment avant de répondre.
Tout ce que nous faisons dans la vie n'est pas motivé par un intérêt personnel. Claire, parfois, nous aidons parce que nous le pouvons, parce que c'est la bonne chose à faire. Claire ne semblait pas convaincue. Dans sa courte expérience de vie, les gens voulaient toujours quelque chose en retour. Faisons un marché, proposa Thomas, tu restes chez moi pour l'instant, sans aucune condition. Si, à un moment quelconque, tu te sens mal à l'aise ou en danger, dis-le, et nous trouverons une autre solution. Marché. Claire regarda Léo, endormi sur le canapé. Son petit frère avait besoin d'un endroit sûr, de repas réguliers, d'un vrai lit. Si cela signifiait faire confiance à Thomas, peut-être valait-ce le risque. Marché, accepta-t-elle enfin. Plus tard, cette nuit-là, après avoir couché Claire et Léo dans sa confortable suite d'invités, Thomas s'assit dans son bureau à la maison, le téléphone pressé contre son oreille. « Tu as fait quoi ?» La voix incrédule de Sophie se fit entendre à travers la ligne. « C'était une urgence, expliqua Thomas. « Tommy, tu as menti aux travailleurs sociaux, tu as pratiquement enlevé 2 enfants. »« Je n'ai enlevé personne, protesta Théil. J'ai obtenu la garde d'urgence légale, ils l'ont accepté sur la base d'informations erronées. » Sophie avait l'air sur le point de faire une crise de nerfs. « As-tu idée des implications juridiques ? Tu pourrais tout perdre, ta société, ta réputation. » Sophie interrompit fermement Thomas. « Je suis conscient des risques, mais je ne pouvais pas les laisser être envoyés dans un refuge, tu sais comment fonctionne le système. Ils pourraient y rester pendant des semaines, voire être séparés. » Il y eut un long soupir à l'autre bout. « Tommy, je comprends tes inquiétudes, mais tu n'as pas pensé aux conséquences à long terme. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vas-tu élever ces enfants ? Es-tu prêt à assumer cette responsabilité ? » La question resta en suspens, lourde et déroutante. Thomas jeta un regard vers la porte à moitié ouverte de son bureau, donnant sur le couloir menant à la chambre où Claire et Léo dormaient. Des enfants qui, il y a quelques heures à peine, étaient pratiquement des inconnus. « Je ne sais pas, admit-il finalement, mais je sais que je ne peux pas simplement les abandonner. Il y a d'autres moyens d'aider sans bouleverser ta vie, argumenta Sophie. Tu pourrais financer une bonne famille d'accueil, t'assurer qu'ils restent ensemble, superviser leur progression. » C'était une suggestion sensée et pratique, le genre de solution que Thomas aurait normalement appréciée, mais pour une raison quelconque, confier simplement sa responsabilité à quelqu'un d'autre ne lui semblait pas correct. « J'y réfléchirai, promit-il, pour l'instant, je me concentre sur la recherche de leur mère. » Claire dit qu'elle a disparu il y a 3 mois, sans explication, sans avertissement, c'est inquiétant. Sophie acquiesça. « As-tu contacté la police ? » Je le ferai demain, et je parlerai également avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Après avoir raccroché, Thomas resta silencieux pendant un long moment. Sophie avait raison, était-il vraiment préparé à cela ? Il ne s'agissait pas seulement de fournir un toit, de la nourriture ou des vêtements, les enfants avaient besoin de stabilité émotionnelle, de guidance, d'amour. Thomas se dirigea silencieusement vers la porte de la chambre d'invités et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Claire et Léo dormaient profondément. Le petit garçon, blotti contre sa sœur comme s'il cherchait protection, même dans ses rêves. Quelque chose en Thomas se tordit en voyant qu'ils étaient si petits, si vulnérables. Claire, seulement 6 ans, portant un fardeau que même de nombreux adultes trouveraient trop lourd. Il réalisa alors que la seule sécurité financière ne suffisait pas. Ses enfants avaient besoin de plus, ils avaient besoin de quelqu'un qui se soucie vraiment d'eux, de quelqu'un présent, non seulement avec des ressources matérielles, mais aussi avec du temps, de la patience, de la compréhension. Thomas referma doucement la porte et retourna à son bureau. Il n'avait pas encore toutes les réponses, mais il savait une chose, il ne pouvait pas simplement confier Claire et Léo au système, comme s'ils étaient des colis encombrants. Quoi qu'il décide à long terme, pour l'instant, il s'était engagé à les aider du mieux qu'il le pouvait, même si cela signifiait repenser tout ce qu'il savait de sa propre vie et de ses priorités. Le bureau de Maxwell Hudson, l'un des avocats spécialisés en droit de la famille les plus respectés de la ville, surplombait Central Park. C'était un espace élégant, avec des étagères de vieux livres parfaitement alignés et des fauteuils en cuir marron qui semblaient aussi coûteux que confortables. Thomas ajusta sa cravate tandis que l'avocat feuilletait les documents devant lui. « Tout semble en ordre, Monsieur Burger », dit Maxwell en levant les yeux au-dessus de ses lunettes de lecture. Le rapport des travailleurs sociaux est étonnamment positif compte tenu des circonstances initiales. Elle mentionne spécifiquement le lien que les enfants ont développé avec vous au cours de ces 2 derniers mois. Thomas acquiesça, essayant de ne pas montrer le mélange d'anxiété et d'espoir qu'il ressentait. Les 8 dernières semaines avaient été des montagnes russes émotionnelles.
Après cette nuit où les travailleurs sociaux étaient apparus, il avait engagé des enquêteurs pour localiser Elisa Morgan, mais il n'avait rien trouvé, c'était comme si elle avait disparu sans aucune alternative immédiate. Il demanda la garde temporaire des enfants, qui fut accordée après plusieurs audiences et évaluations. Pendant ce temps, sa vie avait complètement changé. D'un cadre solitaire obsédé par les horaires et l'efficacité, Thomas était devenu un tuteur improvisé, apprenant sur le tas à connaître les déjeuners scolaires, les cauchemars et l'énergie débordante d'un enfant de 3 ans. Ces réunions du matin devaient désormais attendre après les dessins animés et les céréales colorées. « Alors, que penses-tu de nos chances ?» demanda Thomas, se ramenant à l'instant présent. Maxwell retira ses lunettes et les posa soigneusement sur le bureau. « Pour une adoption définitive, c'est excellent, élevé. Vous avez les ressources, la stabilité et vous tenez clairement aux enfants. L'absence prolongée de la mère, sans aucune tentative de contact, joue fortement en votre faveur, ajouta-t-il avec un petit sourire. Les juges apprécient généralement quand des hommes d'affaires à succès font preuve de ce genre de responsabilité sociale. Thomas fronça légèrement les sourcils. Il ne faisait pas cela pour impressionner qui que ce soit ni améliorer son image publique. En fait, il avait gardé la situation aussi discrète que possible, même parmi ses employés. Quand pourrons-nous déposer les papiers officiels ? Nous pourrons les soumettre la semaine prochaine, répondit Maxwell, mais je dois vous avertir que même dans les meilleures circonstances, cela prendra du temps, et si par hasard la mère biologique réapparaît durant le processus, les choses pourraient devenir assez compliquées. Thomas avait déjà envisagé cette possibilité à de nombreuses reprises. Une partie de lui craignait qu'Elisa Morgan ne revienne et ne réclame les enfants, une autre partie, une partie qu'il reconnaissait rarement, espérait qu'elle soit en sécurité pour le bien de Claire et de Léo. « Je comprends les risques, dit-il, mais je crois que c'est la meilleure option pour les enfants. » Et que pense-t-il de l'adoption ? Un sourire sincère effleura les lèvres de Thomas en pensant à eux. Léo est heureux. Pour lui, c'est encore comme une grande aventure, une nouvelle maison, une chambre pleine de jouets, une cour pour jouer. Claire, hésita-t-il. Claire a mis plus de temps à s'adapter, mais hier soir, pendant que je leur lisais une histoire, elle a dit qu'elle aimerait rester avec moi pour toujours. Ce moment avait profondément ému Thomas. Après des semaines de prudence et de suspicion, Claire avait enfin baissé complètement sa garde. Cette nuit-là, pour la première fois, elle l'avait embrassé spontanément avant de se coucher. « J'aime la nouvelle école, avait-elle dit en se blottissant contre sa poitrine, et j'aime que tu viennes toujours me chercher à l'heure. » Un commentaire si simple, mais tellement révélateur pour Claire. La fiabilité était une forme d'amour, quelque chose qui lui avait été arraché lorsque sa mère avait disparu. Maxwell sourit. C'est merveilleux, leur témoignage sera important dans la procédure. En quittant le bureau, Thomas se sentit plus léger, plus confiant. L'idée d'adopter Claire et Léo, initialement une solution pratique à un problème complexe, lui semblait désormais absolument juste. Ses enfants avaient comblé un vide dans sa vie dont il ne soupçonnait pas l'existence. Dans sa voiture, il regarda l'heure. Il avait promis à Claire et Léo qu'il viendrait les chercher à l'école et les emmènerait prendre une glace avant de rentrer à la maison. C'était vendredi, et ils avaient pris l'habitude de ce petit rituel. L'école primaire était un bâtiment en briques rouges joyeux, avec une grande cour où des enfants de divers âges jouaient sous la surveillance d'animateurs. Thomas se gara et se dirigea vers la grille où attendaient d'autres mamans et papas. Certains le reconnurent et lui firent signe. Au début, lorsqu'il avait commencé à aller chercher Claire, il avait remarqué des regards curieux, voire jugeants. Un homme d'affaires seul avec 2 enfants était inhabituel, mais avec le temps, il était devenu simplement un autre parent. Monsieur Burger salua l'enseignante de Claire, Madame Martinez, qui s'approcha de lui avec un sourire. Claire a fait un travail merveilleux sur le projet de science aujourd'hui. Elle a un talent naturel pour l'observation. Thomas ressentit une montée de fierté qu'il n'avait jamais éprouvée avec aucune réussite professionnelle. Elle y a travaillé toute la semaine et elle est fascinée par les plantes. Lorsque la cloche sonna, des groupes d'enfants bruyants commencèrent à sortir en masse. Léo, qui fréquentait l'école maternelle dans le même ensemble, fut le premier à apparaître, courant vers Thomas, les bras tendus. « Thomas, regarde ce que j'ai fait !» cria-t-il en agitant un dessin coloré. Thomas se pencha pour le prendre, examinant l'image avec un enthousiasme exagéré. « Wow, c'est incroyable, Léo, c'est le meilleur dragon que j'ai jamais vu. » « Ce n'est pas un dragon, c'est un dinosaure, » corrigea Léo en riant. « Ah, là maintenant, je vois la différence, » répondit Thomas en souriant doucement et en tapotant le nez du garçon. Bientôt, Claire apparut, marchant calmement et portant son sac à dos violet. Contrairement à son frère,
elle était plus réservée en public, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Thomas. « Il était classe aujourd'hui » demanda-t-il en se dirigeant vers la voiture. « Bien, nous avons fait une expérience sur les plantes » a dit l'enseignante, la mienne a poussé le plus vite. « C'est génial, Claire, tu as peut-être un talent particulier pour les plantes, répliqua-t-elle en haussant les épaules, un petit sourire fier traversant son visage. Sur le chemin du glacier, Léo bavardait sans arrêt à propos de sa journée, de nouveaux amis, de comment il avait été le premier à finir son goûter, tandis que Claire intervenait par moments avec un commentaire réfléchi. Thomas les regardait dans le rétroviseur, ressentant une chaleur dans sa poitrine qui le surprenait encore. En seulement 2 mois, ses enfants étaient devenus le centre de son univers. Sa vie d'avant où des routines strictes, des réunions sans fin, des nuits solitaires dans un appartement luxueux, semblait désormais étrangement vide. La voix de Claire interrompit ses pensées. « Oui, Claire, nous allons rester avec toi pour toujours, n'est-ce pas ?» La question, posée si sincèrement, surprit Thomas, il croisa son regard dans le miroir. « Si vous le souhaitez tous les deux et si le juge est d'accord. »« Oui. » Le juge commande à toutes les familles autour ? Demanda Léo, confus. Thomas sourit. « Pas exactement, il aide simplement à décider ce qui est le mieux pour les enfants dans des situations comme la vôtre. » Et ce qui est le mieux pour nous, c'est de rester avec toi, déclara fermement Claire. Parce que tu nous protèges et tu nous aimes. La dernière partie fut prononcée presque comme une question, comme si Claire n'était pas encore complètement sûre. Oui, j'aime tous les deux, répondit Thomas, la voix se brisant légèrement. Le reste du trajet fut agréablement silencieux. Au glacier, Léo prit son habituelle glace au chocolat avec du topping au chocolat et des vermicelles en chocolat, tandis que Claire, plus aventureuse, goûta pour la première fois à la pistache. Thomas les regardait, heureux, pensant qu'il comprenait enfin ce qu'était la famille. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, une vraie maison que Thomas avait achetée un mois plus tôt en troquant son appartement en ville contre une résidence spacieuse avec une cour, ils aperçurent une voiture garée devant, un modèle compact manifestement d'occasion. Thomas ne la reconnut pas. « À qui est cette voiture ?» demanda Claire, la remarquant en premier. « Je n'en suis pas sûr, » répondit Thomas, une légère inquiétude se manifestant. Il n'attendait personne cet après-midi. En approchant de la porte d'entrée, Thomas vit une femme assise sur les marches du porche. Elle se leva lorsqu'il se gara, elle était mince, avec des cheveux bruns mi-longs, portant un jean simple et un chemisier bleu. Thomas sortit instinctivement, se plaçant de manière protectrice entre elle et les enfants. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il. La femme fit un pas en avant, ses yeux fixés non pas sur Thomas, mais sur les enfants qui sortaient de la voiture, ses lèvres tremblant légèrement. « Claire, Léo » murmura-t-elle presque à voix basse. Claire se figea, les yeux grands ouverts de choc. Léo, trop jeune pour comprendre pleinement la situation, regardait simplement avec curiosité. « Maman » s'exclama Claire d'une voix tendue. Thomas eut l'impression que le monde s'était arrêté. Elisa Morgan, cela devait être elle, eut la ressemblance avec Claire était évidente, les mêmes grands yeux, la même forme de visage. « Oh mon Dieu, tu as tellement grandi » dit Elisa, des larmes commençant à couler sur ses joues. Elle fit un autre pas vers eux. Claire recula immédiatement, se cachant derrière Thomas. Léo, confus, regardait tour à tour l'étrangère et Claire, essayant de comprendre. « Où étais-tu » La voix de Claire était forte, accusatrice. « Tu nous as abandonnés. » Elisa ferma les yeux, comme pour absorber le choc. « Je sais, ça a l'air ainsi, mon amour, mais ce n'est pas vrai. Je ne t'abandonnerai jamais, jamais. » Thomas, reprenant ses esprits après son choc initial, prit le contrôle de la situation. « Madame Morgan, nous ne vous attendions pas. Peut-être devrions-nous continuer cette conversation à l'intérieur. » Elisa finit par le remarquer. « Qui êtes-vous ? Pourquoi mes enfants sont-ils avec vous ? » Thomas Burger. « Mademoiselle Morgan, j'ai trouvé Claire et Léo vivant seuls il y a 2 mois. J'ai eu la garde temporaire depuis lors. » Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. « 2 mois ? Ils étaient seuls pendant 2 mois ? » Sa voix se brisa. « Oh mon Dieu, je pensais qu'ils étaient avec Paula, elle avait promis de s'occuper d'eux. » Thomas fronça les sourcils. « Paula, ma voisine. Je lui avais demandé de surveiller les enfants lorsque j'ai été arrêté. Elle avait juré qu'elle s'occuperait d'eux jusqu'à ce que je sorte. » Elisa se couvrit le visage de ses mains en sanglotant. « J'ai été en prison pendant presque 3 mois pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Claire, toujours cachée derrière Thomas, cria. « Tu mens, tu es parti depuis 2 ans. » Elisa releva la tête, l'air confuse. « 2 ans ? Non, Claire, cela fait moins de 3 mois. Je ne m'éloignerai jamais de toi aussi longtemps.
Thomas commença à comprendre que Claire avait menti sur la chronologie, peut-être pour se protéger, peut-être pour justifier le sentiment d'abandon. 3 mois pour un enfant de 6 ans peut sembler une éternité. Allons à l'intérieur, suggéra Thomas d'un ton plus ferme. Les enfants ont besoin d'un moment pour digérer cela, et je pense que nous avons tous beaucoup à discuter à l'intérieur de la maison. Thomas conduisit les enfants dans le salon pendant qu'Elisa attendait dans la cuisine. Léo, toujours confus, s'accrochait à Claire qui arborait une expression méfiante, les bras croisés. Thomas s'agenouilla devant eux. Je sais que c'est une énorme surprise, je comprends que vous soyez confus et peut-être effrayés, mais nous devons entendre ce que votre mère a à dire. Elle n'est plus notre mère, déclara fermement Claire. Thomas prit une profonde inspiration. Claire, parfois, les choses ne sont pas exactement ce qu'elles semblent être. Ta mère a dit qu'elle était en prison, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas être avec toi, même si elle l'avait voulu. Alors, pourquoi n'a-t-elle envoyé personne pour venir nous chercher? Pourquoi personne n'est-il venu? Claire insista, des larmes commençant à lui monter aux yeux. C'est ce que nous devons découvrir, mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne lui parlons pas. Léo, qui était resté silencieux, tira sur la manche de Thomas. Je veux voir maman, dit-il doucement. Elle me manque. Claire regarda son frère avec un mélange de protection et de trahison. Léo, tu te souviens à peine d'elle, tu étais trop petit. Je me souviens, insista Léo. Elle me chantait cette chanson de l'ours à l'heure du coucher. Thomas vit Claire vaciller, une fissure dans son armure émotionnelle. Et si nous parlions tous ensemble? Je serai là avec vous, si vous vous sentez mal à l'aise, nous pourrons arrêter, je te le promets. Après un moment de tension, Claire accepta à contre-cœur. Thomas conduisit les enfants à la cuisine où Elisa était assise, rigide, à la table, les yeux rouges de pleurs. Dès que Léo vit sa mère, il courut vers elle, ignorant la protestation étouffée de Claire. Elisa l'enlaça fortement, sanglotant dans ses cheveux. « Mon chéri, tu as tellement grandi. » Claire resta à côté de Thomas, refusant de se rapprocher. Thomas suggéra qu'ils s'asseyent tous, puis demanda à Elisa d'expliquer son histoire. Je travaillais comme serveuse au Blue Moon, commença-t-elle en tenant Léo sur ses genoux. Ce n'était pas très bien payé, mais c'était régulier. Un jour, le gérant m'a accusé d'avoir volé dans la caisse. Je n'avais rien fait, mais il a appelé la police. Ils ont trouvé des drogues dans mon casier, quelqu'un les avait plantées là. Je n'ai jamais consommé de drogue de ma vie, ajouta-t-elle, alors que personne ne me croyait. Elisa s'essuya les yeux. J'étais arrêtée cette nuit-là. Ils m'ont permis un seul appel téléphonique, et j'ai appelé Paula, notre voisine. Je lui ai supplié de prendre soin de vous, pour expliquer ce qui se passait. Elle a promis qu'elle le ferait et qu'elle me rendrait visite en prison pour me tenir au courant de comment vous alliez. Thomas l'observa attentivement, cherchant des signes de tromperie, mais Elisa semblait sincèrement dévastée. Mais Paula n'est jamais venue, pas une seule fois. J'ai supplié pour avoir plus d'appels, mais je n'en ai pas pu avoir pendant des semaines. Quand j'ai enfin appelé à la maison, personne n'a répondu. J'ai paniqué, mais je ne pouvais rien faire depuis la prison. Claire, écoutant avec une expression fermée, finit par parler. Paula s'est éloignée 2 semaines après ta disparition, dit-elle, elle a trouvé un nouvel emploi dans une autre ville. Elisa se couvrit la bouche de sa main. Oh mon Dieu, vous étiez seule pendant tout ce temps. Comment avez-vous survécu? Je me suis occupée de Léo, dit fièrement Claire, avec une pointe de défi. J'ai cuisiné, gardé l'endroit propre, pris ce dont nous avions besoin pour survivre. Des larmes coulèrent de nouveau sur le visage d'Elisa. Claire, mon amour, tu n'aurais jamais dû faire ça. Je suis tellement désolé, tellement désolé. Tu as dit que tu étais sorti récemment, intervint Thomas, sentant le besoin de plus de détails. Elisa hocha la tête. Il y a 3 jours, ils ont enfin prouvé que les drogues n'étaient pas à moi. Un nouvel employé a admis avoir vu le gérant les planter dans mon casier, il détournait de l'argent et avait besoin d'un bouc émissaire. Claire, toujours réticente, demanda. Comment nous as-tu retrouvés ici? Je suis retourné à notre appartement, mais il était vide. Le propriétaire a dit que des enfants y avaient vécu seuls pendant un moment, puis un homme en costume est venu les chercher. J'ai cherché partout jusqu'à ce qu'un parent de ton ancienne école mentionne que tu fréquentais désormais une nouvelle école avec un certain monsieur Burger. Un silence s'abattit sur la cuisine. Léo, ignorant la tension, jouait tranquillement avec les boutons du chemisier de sa mère. Claire baissa les yeux, bien que Thomas puisse voir des larmes rouler silencieusement sur ses joues. Je sais que tu dois être si en colère contre moi, tu as tous les droits, mais s'il te plaît, non, je n'ai jamais intentionnellement abandonné toi ou Léo, appela Claire. Tu es aussi toute ma vie,
ajouta-t-elle sans relever les yeux. Thomas réalisa qu'il se trouvait à un carrefour. Tout ce qu'il avait planifié ou l'adoption, une nouvelle vie avec les enfants, était soudainement en jeu. Mais en regardant Elisa, voyant sa douleur brute et l'amour évident qu'elle portait à ses enfants, il sut ce qu'il devait faire. « Madame Morgan, où logez-vous » demanda-t-il. Elisa, visiblement embarrassée, répondit. « Dans un refuge, du côté, c'est tout ce que je peux me permettre en ce moment. » Thomas hocha la tête pensivement. « J'ai une proposition. Pourquoi ne resteriez-vous pas ici quelques jours ? Il y a une chambre d'invités disponible, cela vous donnera le temps de vous reconnecter avec les enfants et nous pourrons discuter calmement des prochaines étapes. » La surprise était évidente sur le visage d'Elisa. « Pourquoi ferais-tu cela ? Tu ne me connais même pas. »« Je connais vos enfants, » répondit simplement Thomas, et ils méritent une chance d'avoir leur mère de retour. Les jours suivants furent une danse délicate d'émotions. Elisa s'installa dans la chambre d'invités et Thomas réorganisa son emploi du temps pour être présent autant que possible. Léo retrouva immédiatement sa mère, comme si les mois de séparation n'avaient jamais eu lieu, tandis que Claire gardait ses distances, observant Elisa avec lassitude. Thomas vit rapidement qu'Elisa était une femme intelligente et dévouée qui avait subi un coup dur. Elle aimait profondément ses enfants, mais se trouvait désormais confrontée à d'énormes défis pour reconstruire sa vie. Pas de maison, pas d'emploi, et une récente arrestation à son actif. Un soir, après que les enfants se furent endormis, Thomas et Elisa discutèrent sur le porche. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout, » dit-elle en regardant les étoiles. « Tu as sauvé mes enfants quand je ne pouvais pas être là. »« Ce sont des enfants formidables, » répondit Thomas. « Tu as dû faire un excellent travail avec eux avant que tout cela n'arrive, » ajouta Elisa d'un ton triste, « j'ai fait de mon mieux. C'était toujours difficile d'être une mère célibataire sans famille, mais nous étions heureux, tu sais, nous avions assez. » Thomas souffla. « Elisa, j'ai réfléchi. Je sais que tu veux reconstruire ta vie avec les enfants, et c'est la chose la plus importante, mais tu vas rencontrer de nombreux obstacles. »« Je sais, » répondit-elle résolument, « mais je ferai tout ce qu'il faut. Je trouverai un travail, un endroit où vivre pour nous. »« Et si je t'aidais » proposa Thomas, non pas par charité, mais comme un investissement dans l'avenir de Claire et Léo. Elisa fronça les sourcils. « Que suggères-tu exactement ? J'ai un appartement vacant dans un quartier sûr, près d'une bonne école, où toi et les enfants pourriez vivre pendant que tu te remets sur pied, et je peux t'offrir un emploi administratif dans l'un de mes magasins, avec un salaire décent et des horaires qui correspondent à l'emploi du temps scolaire des enfants. Pourquoi ferais-tu cela ? » Elisa intervint, les yeux perçants. « Qu'est-ce que tu y gagnes ? » Thomas réfléchit un instant. « Au début, quand j'ai surpris Claire en train de voler dans mon supermarché, c'était impulsif, quelque chose en elle me rappelait moi-même quand j'étais enfant. Mais maintenant, je tiens à eux. Je veux qu'ils soient heureux et en sécurité, même si cela signifie les aider à retourner auprès de toi au lieu de rester avec moi. » Elisa l'observa longuement. « Il semble que Claire était entre de bonnes mains avec toi, et elle sera entre encore de meilleures mains avec sa mère, » dit-elle. « Tant que tu as ce qu'il te faut pour bien t'occuper d'eux dans les jours à venir, » répondit Thomas. Thomas aida Elisa à s'organiser. L'appartement était meublé modestement, mais il avait tout ce dont ils avaient besoin. Elisa commença à travailler dans un bureau administratif dans un magasin à proximité, se montrant efficace et dévouée. Thomas engagea un thérapeute familial pour les guider à travers le processus de réunification, notamment pour aider Claire qui restait encore en retrait, avec patience et des conseils. Elisa apprit comment regagner la confiance de sa fille. De petits gestes, une tresse spéciale avant l'école, préparer son plat préféré, lui lire une histoire au coucher où tous ces gestes reconstruisirent lentement leur lien. Thomas regardait de loin, ressentant une satisfaction qu'aucun succès professionnel ne lui avait jamais procurée. Sa vie avait changé pour toujours depuis cette réunion de sécurité qui lui semblait désormais appartenir à une autre époque. Il dirigeait toujours son entreprise efficacement, avait toujours sa routine organisée, mais maintenant il y avait de la place pour plus de liens, d'émotions et d'inattendus. Un après-midi de printemps, environ un an après le retour d'Elisa, Thomas fut invité à un pique-nique dans le parc. À son arrivée, il vit Claire courir à travers l'herbe en poursuivant un cerf-volant, Léo essayant de le faire voler, et Elisa étendant une couverture à carreaux sous un grand arbre. Thomas appela « Léo !» En voyant Léo laisser tomber le cerf-volant et courir vers lui, il cria « As-tu apporté la glace que tu avais promise ?» Thomas rit en brandissant un sac. « La voilà, champion, et j'ai aussi apporté une surprise pour ta sœur. » Claire s'approcha, non pas en courant comme Léo, mais en marchant rapidement, visiblement excitée.
Elle était plus grande maintenant et son visage avait perdu une partie de la gravité prématurée qui avait d'abord touché Thomas. « Qu'est-ce que c'est? Que as-tu apporté » demanda-t-elle curieusement. Thomas sortit un petit kit de jardinage pour enfants, des gants colorés, des outils à la bonne taille pour ses mains et des sachets de graines de tournesol. Les yeux de Claire s'illuminèrent. « Merci, Thomas !» s'exclama-t-elle en lui faisant un câlin spontané, tandis que ces câlins, désormais moins rares, réchauffaient toujours le cœur de Thomas, alors que les enfants exploraient leurs nouveaux cadeaux. Thomas s'assit sur la couverture à côté d'Elisa. « Ils ont l'air si heureux, dit-il. » Elisa sourit, les yeux remplis d'une paix qui n'était pas la lors de leur première rencontre. « Ils sont heureux, et c'est grâce à toi, je te dois cela. » Thomas secoua la tête. « Non, c'est toi qui as reconstruit cette famille, Elisa. Je t'ai juste donné un petit coup de pouce, un coup de pouce qui a changé nos vies, insista-t-elle. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si quelqu'un d'autre avait trouvé Claire ce jour-là, quelqu'un qui aurait simplement appelé la sécurité, ou pire, mais c'était moi, conclut Thomas simplement. Peut-être que c'était destiné ainsi, ajouta-t-il, en regardant Claire et Léo jouer sur l'herbe, leur rire résonnant à travers le parc. Claire courait désormais librement, sans le poids du monde sur ses petites épaules. Léo grandissait en sécurité, entouré d'amour, et Elisa avait retrouvé non seulement ses enfants, mais aussi sa dignité et sa confiance en elle. Pendant le pique-nique, Elisa partagea une nouvelle. Elle avait été acceptée dans un programme de formation qui pourrait la mener à un poste de gestion complet en 6 mois. Ses yeux pétillaient en parlant de l'avenir. Peut-être pourrait-il même acheter une petite maison dans quelques années. Et tout cela parce que tu as cru en moi alors que personne d'autre ne l'avait fait, conclut-elle, la voix épaisse d'émotion. Thomas sourit. J'ai d'abord cru aux enfants, puis j'ai cru en toi. À l'approche du soir, Léo s'endormit sur la couverture de pique-nique, épuisé de courir partout. Claire, assise à proximité, plantait soigneusement ses premières graines de tournesol dans un petit pot qu'ils avaient apporté. Son visage rayonnait d'une joie qui avait autrefois été rare. « Thomas, tu sais, dit-elle sans quitter son regard de sa tâche, merci d'être allé au supermarché ce jour-là. La simplicité de cette déclaration m'a profondément ému. C'est moi qui devrais te remercier, Claire. Tu m'as beaucoup appris. » Quelques minutes plus tard, Claire courut vers sa mère pour lui montrer son travail terminé. Elisa la serra fièrement dans ses bras en lui embrassant le dessus de la tête. C'était une scène qui, il y a un an, aurait semblé impossible, Claire courant librement dans les bras de sa mère, pleine de confiance et de sécurité. Thomas regardait de loin, ressentant une satisfaction qu'aucun succès professionnel ne lui avait jamais procurée. Sa vie avait changé pour toujours depuis cette réunion de sécurité qui semblait appartenir à une autre époque. Il dirigeait toujours son entreprise efficacement, suivait toujours sa routine organisée, mais maintenant il y avait de la place pour plus ou plus de liens, d'émotions et d'inattendus. Au loin, le soleil commença à se coucher, jetant une lueur dorée sur le parc. Claire lui fit signe de la main depuis l'autre côté de l'herbe, tenant soigneusement son pot de graines de tournesol. Elisa réveilla doucement Léo, qui se frotta les yeux ensommeillés. Ils formaient une famille, une vraie famille, reconstruite brique par brique. Après avoir failli être détruite, Thomas leur fit signe en retour, sachant qu'il avait fait le bon choix. Il n'avait pas besoin d'être le père de ses enfants pour faire partie de leur vie, il n'avait pas besoin de posséder cette famille pour en ressentir la chaleur. Parfois, Thomas réalisait que la véritable signification de l'aide n'était pas de prendre le contrôle, mais de donner aux gens les moyens de prendre soin d'eux-mêmes et en cela, il avait réussi au-delà de ses espérances les plus folles.